Bonjour, je suis Chris Bosick, je suis membre du personnel enseignant à l'École de la fonction publique du Canada. C'est mon plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, de présenter l'événement Programme des stagiaires 2020, bonne pratique pour les gestionnaires d'embauche. Au nom de l'École, je vous souhaite la bienvenue à vous, tous les participants à cet événement. C'est toujours fun d'embaucher les étudiants. Je suis gestionnaire depuis plus de 20 ans à la fonction publique et l'énergie qu'on capte des jeunes et des moins jeunes qui se joignent à nous autres est toujours un plaisir avec lequel travailler. Avant de commencer, quelques points d'ordre administratifs à prendre en considération. Veuillez noter qu'en raison de la bande passante, des fois, c'est possible que les panélistes perdent la connexion et disparaissent de l'écran. J'espère bien que non, mais ça arrive. Si tel est le cas, veuillez permettre au système de se rétablir. Une des choses, c'est l'agilité et il faut un peu de patience si le techno nous cause des petits hicks. Pendant l'événement, vous pouvez soumettre vos questions. On va avoir une courte période de questionnement à la fin, mais pendant l'événement, vous pouvez soumettre vos questions à tout moment en appuyant sur le bouton icône avec la personne levant la main, comme ça, situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans notre session et j'ai le plaisir de présenter Isabelle Racine. Isabelle, c'est la directrice exécutive du Communauté nationale des gestionnaires. C'est à vous, Isabelle. Merci, Christopher. Bon matin. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour cet événement. Je suis ravie de joindre l'équipe de la Communauté nationale des gestionnaires et je crois fermement en la valeur que la CNG peut apporter pour influencer les politiques. Je me réjouis de pouvoir travailler de manière horizontale avec de nombreux partenaires pour que la voix des gestionnaires continue à influencer les décideurs de la fonction publique. En tant que dirigeante, je soutiens fermement l'idée que la sensibilisation, l'engagement et la collaboration sont essentiels pour aider à renforcer la fonction publique. Comme vous le savez peut-être, le rôle de la CNG est d'être la voix des gestionnaires de tout le pays, votre voix. Nous sommes la voix des gestionnaires et des chefs d'équipe partout au Canada. Nous vous aidons à établir des contacts avec vos pairs et avec les cadres supérieurs, ainsi qu'à découvrir des outils et des ressources utiles et des occasions d'apprentissage pour aider à atteindre vos objectifs et à mieux soutenir vos équipes. Il est important pour les gestionnaires de mobiliser vos équipes. La CNG a mis au point des outils de mobilisation qui fournissent des moyens éprouvés et innovants pour renforcer la cohésion des équipes et travailler à des objectifs communs. Le réseautage est un autre élément essentiel de votre communauté des gestionnaires. En tendant la main à vos collègues gestionnaires, vous contribuerez à réduire le sentiment d'isolement, spécifiquement alors que nous continuons à travailler à distance. Les gestionnaires dans les régions relèvent aussi des défis et doivent saisir des occasions uniques. Il est donc important que vous puissiez vous engager dans la communauté pour vous assurer que l'on communique vos besoins et que l'on y répond aussi. La CNG compte 6 dirigeants régionaux qui appuient les comités directeurs provinciaux de la CNG dans chaque province et territoire. Et nous sommes toujours à la recherche de représentants ministériels pour siéger sur ces comités et participer aux initiatives locales et aux occasions d'apprentissage. Juste pour vous donner un exemple de la façon dont la CNG remplit son mandat, afin de mieux comprendre les besoins des gestionnaires de l'ensemble du gouvernement du Canada et d'y répondre, la CNG a développé le sondage 2021 sur les besoins en matière d'apprentissage des gestionnaires. Le sondage est accessible du 13 août au 18 septembre et plus de 3000 gestionnaires y ont répondu. Ce sondage a contribué à orienter les prochaines activités d'apprentissage et à informer nos partenaires clés des besoins actuels des gestionnaires en matière d'apprentissage. En joignant la CNG, vous vous assurez que votre voix est entendue et que vous êtes au courant des événements et des opportunités qui contribueront au développement d'une fonction publique agile, mieux outillée et plus inclusive. Ça vous permettra aussi de jouer un rôle dans la définition des priorités du gouvernement du Canada. Pour résumer, voici les 3 principales raisons qui pourraient vous inciter à participer à la CNG. Être au courant des possibilités d'apprentissage pour mieux vous outiller, bâtir vos réseaux et s'assurer que votre voix est entendue. Je vous encourage donc fortement à rester en contact avec nous. Les plateformes utilisées par la CNG sont notre page GC Connects, notre site web au www.managers-gestionnaire.gc.ca, Twitter, Facebook,
notre liste de distribution où nous envoyons nos bulletins d'information nationales et régionales. En collaboration avec la CFP et l'École de la fonction publique du Canada, l'événement d'aujourd'hui se concentrera sur les programmes offerts aux gestionnaires d'embauche, ainsi que sur les défis et les pratiques exemplaires en matière d'embauche étudiante. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui et je vous souhaite un excellent événement virtuel. De retour à vous, Christopher. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de ces consignes. Ce que je dis sur le réseautage, c'est quelque chose d'incroyablement important pour les gestionnaires. Et je travaille avec la communauté des gestionnaires depuis longtemps. Et c'est toujours une fantastique ressource. Donc, j'écho les demandes d'Isabelle de s'impliquer, de vous impliquer dans la communauté des gestionnaires nationaux. Excellent. Merci beaucoup. On va tourner maintenant, pour les trucs et astuces qu'Isabelle a mentionnés, on va tourner maintenant à Laurie Pratt-Tremblay et Jennifer Cuffley pour nous informer plus sur le sujet. Laurie, c'est la directrice générale, direction de recrutement national de la Commission de la fonction publique. Et Jennifer est la directrice adjointe, développement des produits et recrutement à la Commission de la fonction publique du Canada. À vous, Laurie et Jennifer. Vous êtes en sourdine, Laurie. Pourtant, j'étais merci. Excusez-moi tout le monde. Bonjour. Comme que tu as dit, mon nom c'est Laurie Pratt-Tremblay, directrice générale de la direction du recrutement national, la Commission de la fonction publique. Et je suis très heureuse de participer à la conversation virtuelle de la Communauté nationale des gestionnaires aujourd'hui avec vous sur l'embauche des étudiants. Les étudiants constituent la prochaine génération de fonctionnaires. En effet, beaucoup d'entre nous avons commencé notre carrière en tant qu'étudiants. Et cette première expérience avec la fonction publique a possiblement façonné et donné une orientation à notre carrière. Cela peut également avoir aidé plusieurs d'entre nous à acquérir l'expérience, le soutien financier nécessaire pour obtenir notre diplôme, tout en développant nos compétences pour être mieux préparés à un emploi permanent après notre graduation. L'embauche étudiante reste une priorité pour la fonction publique. Il représente notre avenir et apporte une énergie, des modes de pensée et des compétences nouvelles à nos organisations. Vous avez peut-être récemment embauché un étudiant et, ce faisant, vous avez contribué à préparer la prochaine génération. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, l'embauche d'étudiants est disponible tout au long de l'année. Il n'est jamais trop tard. Le début de la pandémie a été difficile pour les étudiants et leur capacité à trouver l'emploi. L'enseignement coopératif et apprentissage en milieu de travail Canada nous rappelle que de nombreux étudiants sont toujours à la recherche de stages nécessaires pour l'obtention de leur diplôme et que c'est un énorme défi pour eux en ces temps difficiles. Stratégiquement, l'embauche d'étudiants nous donne un aperçu de l'avenir, un avenir que nous pouvons influencer en tant que gestionnaire d'embauche. Récemment, à la lumière d'événements ciblant les groupes racialisés et dans le cadre de l'engagement à construire une main-d'œuvre plus inclusive et diversifiée, les ministères et agences ont été invités à fournir des résultats clairs et mesurables pour remédier à la sous-représentation. Votre stratégie pour agir sur les accords commence, selon nous, commence avec les étudiants. Nos programmes pour étudiants attirent chaque année des milliers de candidats qui peuvent être embauchés pour contribuer à nos objectifs ambitieux et communs. Tous nos programmes encouragent les étudiants à s'auto-déclarer et il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider en cours de route, que ce soit au sein de votre propre ministère à la Commission de la fonction publique ou dans les groupes de soutien communautaires ou autres. Au 31 octobre, juste pour vous donner une idée, plus de 79 000 étudiants étaient disponibles dans le répertoire du programme fédéral d'expérience de travail étudiant.
prêts à se joindre à votre équipe et à commencer leur carrière dans la fonction publique. Parmi eux, plus de 4000 se sont déclarés comme personnes ayant un handicap, 2300 comme membres des peuples autochtones et 30 000 comme minorités visibles. À la fin de leurs études, si vous avez un poste vacant, il est facile d'intégrer ces étudiants dans un poste de durée déterminée ou indéterminée, ce qui vous permet de tirer parti de l'expérience qu'ils ont déjà acquise et de consolider un retour sur l'investissement tout en contribuant aux objectifs de renouvellement et de diversité de votre organisation. Si vous avez hésité à embaucher une personne en situation de handicap ou appartenant à un autre groupe d'équité en matière d'emploi parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre et craignez que ce soit trop compliqué, l'embauche d'un étudiant est un excellent point de départ, à faible risque et à haut bénéfice. La clé d'une intégration réussie et d'une expérience positive, tant pour vous en tant que gestionnaire d'embauche que pour votre étudiant, qu'il soit issu d'un groupe d'équité ou non, et une communication bidirectionnelle claire et constante. Si votre étudiant ne convient pas au poste, vous n'êtes pas obligé de le réembaucher et vous sortez tous deux l'expérience en ayant appris quelque chose de nouveau. Bien que le paysage puisse être différent pour cette nouvelle direction, les étudiants cherchent un travail qui leur parle, qui fait une différence. Des environnements où ils peuvent apprendre, se développer, acquérir des compétences et partager des expériences qui leur ouvriront la voie vers leur carrière épanouissante. Lorsque nous intégrons de nouveaux étudiants dans vos équipes, cela nous rappelle pourquoi nous sommes devenus fonctionnaires. Au cours de cette présentation, Jennifer vous fera découvrir les différents programmes étudiants qui vous sont offerts et vous aurez l'occasion d'entendre nos gestionnaires invités vous parler des défis, des meilleures pratiques en matière d'embauche d'étudiants. Je vais céder la parole à Jennifer pour la prochaine partie de la présentation. Merci. Merci, Laurie. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, on a 3 programmes de recrutement étudiants à vous présenter. En tant que gestionnaire, nous avons nos méthodes préférées, nos façons d'embaucher des étudiants qu'on préfère. Mais j'ose espérer qu'à la fin de cette présentation, vous allez oser utiliser différents programmes et varier un peu votre approche par rapport à l'embauche étudiante. Et aussi explorer la possibilité de faire des demandes ciblées pour embaucher des personnes qui sont ciblées par l'équité en matière d'emploi. Alors, tel que mentionné, notre programme le mieux connu est sans doute le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant ou le FET, qu'on nomme avec beaucoup de douceur et beaucoup en fait. C'est un programme qui est facile d'accès. D'un océan à l'autre. Ça prend quelques minutes pour les étudiants de faire une demande. Et du côté du gestionnaire, c'est très facile aussi. On n'a qu'à compléter un formulaire pour avoir nos étudiants, la liste de nos étudiants à l'intérieur de 48 heures. En mars dernier, quand la planète entière s'est arrêtée, on a connu une légère baisse du nombre de candidatures d'étudiants, surtout au début. Mais au mois de mai, la tendance a repris et on a un afflux constant de 1500 à 5000 étudiants par mois, avec un total d'au-delà de 79 000 étudiants dans ce répertoire-là. Bien sûr, cela inclut les étudiants qui se sont auto-déclarés. Donc, on a plusieurs étudiants à ce niveau-là qui se sont autodéclarés et certains s'autodéclarent dans plus d'une catégorie, soit autochtones, personnes en situation de handicap, minorités visibles et aussi les femmes dans des domaines typiquement réservés aux hommes autrefois.
Alors, quelques faits intéressants par rapport à ce répertoire-là. 42% des candidats s'auto-identifient, se déclarent comme étant bilingues. Alors ça, c'est intéressant pour nos postes à la fonction publique. Dans tout le pays, les étudiants s'auto-déclarent de plus en plus. Puis, il est possible de faire une demande ciblée pour obtenir des étudiants en situation de handicap seulement, ou autochtones, ou minorités visibles, ou une combinaison des trois. Tout cela en lien avec votre plan RH à court, puis il faut aussi penser à long terme dans votre planification. Les 3 types de travail les plus populaires sont la recherche et l'analyse, les politiques et programmes, puis les projets de suivi ou les projets, puis ensuite les domaines d'affaires et ressources humaines. Donc, il faut penser à nos étudiants dans le cadre de leur cheminement professionnel et non seulement au poste d'entrée dans nos équipes. Les étudiants peuvent s'inscrire pour un maximum de 3 lieux géographiques. Alors ça leur donne la possibilité d'inclure la ville où ils étudient, mais aussi leur ville d'origine s'ils choisissent de revenir à la maison pendant la saison estivale ou même lors d'une pandémie. On attire des étudiants du secondaire au doctorat avec plus de 250 spécialisations, 15 types de travail tels que l'agriculture, l'environnement, la géographie, le patrimoine, les parcs, les services à la clientèle, les politiques, les programmes et ainsi de suite. Comme Laurie l'a mentionné, le FET est un moyen facile, sans risque, de diversifier vos équipes. Puis il existe plusieurs ressources pour vous aider à recruter des personnes en situation de handicap ou autochtones, incluant des séances de mentorat, des activités de réseautage, des outils d'intégration que nous partagerons avec vous suite à la présentation. En fait, moi-même, j'ai été en mesure, grâce à ces ressources-là, j'ai été en mesure de recruter pour mon équipe un étudiant autochtone il y a quelques années. Qui a fait plusieurs semestres avec nous et que j'ai réussi à intégrer à la fin de son stage. C'est un de mes employés les plus performants. Je suis super heureuse de l'avoir dans mon équipe. On a appris beaucoup de lui. Puis plus récemment, j'ai aussi embauché une étudiante en situation de handicap. Ça va très bien également. Alors, comment vous faites pour accéder à tout ce beau talent-là? Vous avez seulement à aller sur le site du FET et compléter un petit formulaire en ligne pour obtenir vos candidats dans les 48 heures. Ou vous pouvez toujours communiquer avec le bureau régional de la CFP pour obtenir des avis et conseils sur les critères à sélectionner et ainsi de suite. Vous allez voir aussi quand vous allez faire votre sélection, il y a un petit décompte sur la page qui vous indique, si vous choisissez tel critère, vous avez un bassin potentiel de 48 ou de 1300 étudiants. Alors, ça vous donne un peu une idée comment naviguer avec ça. Alors, voilà notre FET. Le prochain programme que j'aimerais vous présenter, c'est le programme de coop, coopérative et de stage. Alors, les programmes d'enseignement coopératif et de stage constituent une option assez intéressante pour l'embauche d'étudiants. Parce que ces programmes-là vous invitent à entrer directement en contact avec le coordonnateur de stage, des institutions d'enseignement, puis de déterminer avec eux si le programme qu'ils ont à vous offrir répond bien à vos besoins et aussi pour discuter de la meilleure façon d'entrer en contact avec les étudiants concernant les diverses opportunités que vous avez au sein de votre équipe ou de votre ministère. C'est sûr que à ce niveau-là, attendez un instant. C'est plus facile de cibler vraiment des programmes d'une certaine spécification, une certaine spécialisation ou aussi des domaines émergents qu'on a un petit peu plus de difficulté à trouver dans le FET. Aussi au niveau de l'institution, parce que vous collaborez avec le personnel de placement des universités, ils sont en mesure aussi de faire une petite présélection pour vous, pour vraiment bien agencer vos besoins aux talents qu'ils ont dans leur groupe. Ils connaissent très bien leurs étudiants, donc c'est une belle option par rapport à ça.
Au sein de mon équipe, à la CFP, on recrute des psychologues spécialistes en évaluation. Fait que c'est quelque chose c'est une spécialisation qui est un petit peu plus difficile à doter en région. Alors, j'ai opté en cours des 2 dernières années de voir si le programme Coop pouvait m'aider à aller chercher justement les bonnes personnes et les former et les amener éventuellement dans un poste de PS2 à la fin d'un stage d'1 an ou de l'internat qu'ils doivent faire au niveau du doctorat. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai sollicité des candidatures auprès de 3 universités et j'ai fait l'évaluation et ainsi de suite. La personne que j'ai retenue a su apprendre notre métier. Elle avait un mentor, elle a fait du coaching. On lui a donné des projets intéressants, elle a fait de la formation sur le terrain. Elle nous a aidés à voir nos programmes de façon différente, de nous aider avec nos outils d'évaluation, puis de fournir des services, bien sûr, de formation et d'évaluation à nos clients. Alors, je suis très, très, très heureuse de vous annoncer que cette initiative, ce projet pilote a très bien fonctionné et on est sur le point de l'embaucher, de l'intégrer de façon permanente dans notre équipe au mois de février quand elle va graduer de son doctorat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était la première fois qu'on utilisait pour cette équipe-là le programme Coop. Ça a très bien fonctionné et maintenant, on peut l'appeler une méthode efficace plutôt qu'un projet pilote pour doter nos postes de psychologues en région. Les programmes de coop et de stage, vous en retrouverez au-delà de 115 000 différents programmes inscrits sur notre site à la CFP, notre site de coop. Prenez note que vraiment, ces établissements-là ne sont pas tous dans la RCN, mais on peut les retrouver autant en Colombie-Britannique que dans toutes les provinces, les territoires jusqu'à Halifax. Si vous trouvez un programme qui vous intéresse, mais que vous voyez qui n'est pas dans la liste des programmes validés, je vous encourage fortement à communiquer avec votre bureau régional de la CFP, de la Commission de la fonction publique, parce qu'on peut prendre contact avec l'établissement et voir si le programme comme tel rencontre les critères pour être valide et on peut les inscrire par la suite dans notre base de données et vous aurez fait votre lien avec cet établissement-là. Fait que gênez-vous jamais d'appeler notre bureau régional de la CFP. Le troisième programme que j'aimerais vous présenter, c'est le programme des adjoints de recherche. Celui-là est un petit peu moins connu. Par contre, il y a des abonnés, il y a des ministères qui s'en servent continuellement, dont Agriculture, Ressources naturelles Canada. C'est des gens qui aiment beaucoup ce programme-là. Parce que c'est un programme qui est axé sur la recherche. Donc, c'est vraiment un excellent moyen de faire avancer les programmes de recherche dans votre organisation. Dans le cadre de ce programme-là, les étudiants doivent être inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur, dans un programme d'études qui exige la recherche dans le cadre de leur cursus. Maintenant, les domaines de recherche n'ont pas nécessairement besoin d'être dans des domaines traditionnels, mais doivent quand même être liés au domaine d'études de l'étudiant et doivent être un projet de recherche. Alors, tel que mentionné, moi, j'ai plus d'expérience au niveau de mon équipe avec le FET et les programmes de coop. Mais ici, je vous ai mis des exemples qu'on a présentement dans GC Emploi, donc sur notre site Internet. Ils apparaissent un peu comme ça et on voit que c'est des programmes des adjoints de recherche. Alors, les étudiants peuvent voir aussi sur quoi ils appliquent. Alors, ça, c'est vraiment, chacun des ministères crée sa propre affiche. Il y a des instructions comment faire ça et il l'affiche sur GC Emploi comme une affiche normale de poste déterminé ou indéterminé. Bon, ici, je veux juste vous prendre quelques minutes pour parler des obligations de prendre des mesures d'adaptation. Donc, ça s'applique aux étudiants aussi. On a le devoir d'offrir des mesures d'adaptation avant, pendant et après.
à chacun de nos candidats au niveau de l'évaluation, puis lorsqu'ils sont intégrés dans nos équipes. Au début, ça peut sembler un petit peu compliqué, puis la majorité des mesures d'adaptation sont de légers ajustements. Il existe des ressources aussi pour nous aider, et ça aussi, on va vous envoyer des ressources par rapport à ça, et une de nos invités gestionnaires a aussi beaucoup de ressources à vous partager à ce niveau-là. Alors, ce que j'aimerais aussi vous encourager à proposer des mesures d'adaptation à chaque étape et de donner priorité à la mise en place de ces mesures-là. Ça, en donnant la priorité, c'est que ça va vous aider à respecter vos délais de dotation. Parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, si vous demandez vos mesures, vous commencez à travailler là-dessus. Entre-temps, vous évaluez les autres personnes. À la fin, tout le monde va être évalué en même temps. Il existe des ressources comme le Centre de psychologie du personnel de la CFP ou le programme de technologie informatique adaptée de Services partagés Canada. Ils sont là pour vous aider et fournir des mesures d'adaptation appropriées à vos étudiants. Alors, quelques dernières petites informations. Maintenant que vous avez embauché vos étudiants, vous avez vos étudiants du PAR, de coop et de FET, vous pouvez facilement les réembaucher par le biais du FET, sans avoir à passer par l'inventaire ou même à traiter de nouveau l'autorisation de sécurité. Les trois programmes sont compatibles. Vous pouvez également réembaucher un étudiant qui a déjà travaillé dans un ministère. Ça, des fois, on n'est pas toujours au courant. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous embauchez quelqu'un par le programme coop et que le coop est terminé, mais il demeure un étudiant, vous pouvez le réembaucher dans le FET sans passer par la base de données. Vous avez une collègue dans un autre ministère qui a un étudiant qui est fantastique, mais pour une raison ou une autre, n'a pas de budget pour le réembaucher. Vous pouvez l'embaucher à même votre ministère si ça concorde avec le type d'études qu'il a fait, puis si ça fait du bon sens. Alors, d'un ministère à l'autre, on peut réembaucher des étudiants. En plus, un autre fait, c'est que les lettres d'offres peuvent s'étendre à plus d'un semestre. Donc, on peut embaucher, par exemple, au mois de septembre, mais au lieu de terminer le stage en décembre, on peut faire une lettre d'offre de septembre à avril, si on veut. Ça dépend vraiment des politiques à l'interne et de vos ressources humaines, mais c'est tout à fait permis. Et ça peut éviter aussi des problèmes de délai de paye qu'on a connus au cours des dernières années. L'embauche stratégique des étudiants, comme Laurie l'a mentionné précédemment, permet de répondre aux besoins de renouvellement de recrutement, soutient vos efforts de réduire la sous-représentation dans votre cadre de main-d'œuvre diversifiée, puis apporte une perspective, une énergie nouvelle à votre équipe et vous positionne la fonction publique pour l'avenir. Alors, sur ce, on va passer... Attendez. On va passer rapidement à nos invités. Alors, j'aimerais vous présenter Stéphanie Austin, qui est directrice de politique et d'engagement au niveau de l'accessibilité de la fonction publique au Conseil du Trésor. Alors, Stéphanie, attendez un petit peu. Je vais enlever ça. Désolée, on navigue. Alors, tu me cèdes la parole? Alors, Stéphanie, ce que j'allais dire, justement, parle-nous de ton expérience avec l'embauche étudiante, s'il te plaît. Ça va me faire plaisir. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici virtuellement avec vous à travers le pays. Merci de vous joindre à la conversation. Alors, en tant que gestionnaire, je me suis engagée à embaucher des employés appartenant à des groupes en quête d'équité tout au long de ma carrière de gestionnaire à date.
Je trouve que ça ajoute vraiment la diversité au sein d'une équipe, ça ajoute vraiment une dynamique intéressante, des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai soutenu le développement et la promotion de tous mes employés, et bien évidemment, et surtout ceux provenant de groupes en quête d'équité qui font face souvent à plus d'obstacles en milieu de travail, puis dans leur progression au niveau de leur carrière. Alors, j'ai utilisé plusieurs stratégies de recrutement. Des fois, recruter de l'extérieur de la fonction publique, parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail en milieu communautaire et j'ai fait un doctorat alors en milieu universitaire aussi, avant de venir travailler à la fonction publique. Alors, j'ai pas mal de réseaux, puis je trouve que c'est important de participer à ce renouvellement de la fonction publique, mais aussi en utilisant les programmes de la CFP dont Jennifer a parlé. Alors, par exemple, j'ai utilisé le programme d'étudiants en situation de handicap et le programme de stage pour les Canadiens en situation de handicap dans mon travail actuel. Alors, dans mon équipe actuelle, sur les 9 employés avec qui je travaille, 6 d'entre eux ont une expérience vécue de handicap. Et ça se pourrait que les 3 autres aient aussi une expérience vécue de handicap, mais ils m'en ont pas fait part. Alors, l'équipe est composée aussi de 4 minorités visibles, d'un membre appartenant à une minorité linguistique et finalement d'un autre membre qui travaille à distance dans une région rurale dans l'Arctique canadien. Je dirais qu'il y a un équilibre entre les sexes au sein de l'équipe avec une légère surreprésentation en ce moment de femmes comparée à d'hommes. Alors, je vous dirais qu'en 2020, c'est particulièrement important de recruter, de maintenir en poste et de gérer efficacement une équipe diversifiée et inclusive. Puis j'essaie de faire preuve de beaucoup d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage continu dans mon travail dans ce domaine-là. Surtout en tant que femme blanche qui essaye de créer des milieux inclusifs, il faut faire preuve d'humilité et d'ouverture pour toujours apprendre à mieux faire les choses. Alors, j'aurais 3 conseils pour vous à partir de mon expérience de travail. Alors, le premier conseil, c'est vraiment la flexibilité. Quand on est flexible sur le lieu de travail, les heures de travail et la variété des tâches qui peuvent être remplies par nos étudiants ou par d'autres employés au sein de notre équipe, ça peut vraiment améliorer l'expérience de travail pour tout le monde. Alors, on l'a vu dans l'expérience de COVID, les gens peuvent travailler à distance. Et puis, des fois, quand il y a des grandes, de la neige, des tempêtes et tout au Canada, on connaît bien ça. Et si on a des employés qui sont en fauteuil roulant, je me rappelle d'une employée qui venait signer sa lettre d'offre à un moment où il y avait la pire tempête au mois de février dernier. Et puis, il fallait que je fasse preuve de flexibilité parce que Paratranspo n'arrivait pas chez elle. C'était très stressant pour elle. Mais pour moi, j'étais bien dans mon bureau, 90 Elgin, ça ne me dérangeait pas si elle arrivait exactement à 9 h ou à 10 h ou à, tu sais. Alors, faire preuve de cette flexibilité-là peut être vraiment avantageux pour les personnes qui vivent des barrières importantes, qui se fient à d'autres gens, disons paratranspo dans ce cas-ci, pour se déplacer dans une situation de tempête de neige. L'autre exemple, c'est le télétravail. Vraiment, les gens ont à jongler plusieurs priorités en même temps. Souvent, les étudiants font leurs études presque à temps plein, travaillent aussi à temps plein. Ils ont des obligations familiales et autres. Alors, être flexible, ça peut vraiment aider. Au bout du compte, quand on sait que l'employé est fiable, responsable, ça ne dérange pas à quelle heure ou à quel endroit exactement ils vont faire le travail, en autant que le bon travail soit fait. Ensuite, un autre conseil, c'est d'être ouvert et d'écouter attentivement nos employés. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'identifier comme vivant avec un handicap. Et plusieurs handicaps sont invisibles. Alors, les employés n'ont pas nécessairement besoin de s'identifier. C'est leur droit et leur choix de s'identifier ou non.
En étant ouvert et en écoutant attentivement, vous pouvez aider à établir un climat de confiance qui permet aux employés de se sentir en sécurité, de se sentir soutenus et de sentir qu'ils peuvent demander de l'aide aux besoins. Alors, au cours de votre carrière de gestionnaire, vous aurez sûrement une grande variété d'expériences avec des employés qui ont des circonstances de vie très différentes. Alors, si vous êtes ouvert et vous écoutez vos employés, et si vous demandez de l'aide, soit de vos pairs dans la communauté des gestionnaires ou bien de vos collègues ou des experts ou des leaders qui vous entourent, vous allez être plus en mesure de soutenir vos employés, de les aider à contribuer à leur plein potentiel au bureau. Ensuite, l'idée d'établir un lien de confiance. Alors, créer ces liens de confiance avec vos employés est ce qui leur permet d'être leur pleine personne au bureau et d'accomplir leur meilleur travail. Créer des relations de confiance, c'est une compétence clé comme gestionnaire. À mesure que la diversité au sein de nos équipes augmente, c'est encore plus important. On vous rappelle que le handicap, ça ne discrimine pas. Tout le monde peut faire face à une expérience de handicap à cause d'un accident, par exemple, ou d'une maladie, ou juste par le fait même de vieillir. Alors, ce n'est pas seulement vos employés qui pourraient vivre une situation de handicap, ça pourrait aussi être une personne dans leur proche entourage, dans leur famille ou autre, avec lesquels ils ont une relation d'aidant ou d'aidante. Alors, surtout dans le contexte de la COVID-19, nous sommes tous appelés à faire plus de ce genre de travail en tant qu'aidant, en plus d'essayer d'en arriver à remplir nos fonctions et nos priorités au bureau. Alors, nos employés doivent sentir qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'on pourra leur offrir du soutien dans les moments ou les circonstances difficiles et qu'on pourra les aider à trouver des solutions créatives pour maintenir leur productivité dans leur travail. Alors ça, c'était des grandes idées, là, mais des petits conseils, espérons, qui pourraient vous guider ou vous aider autant avec vos étudiants qu'avec vos équipes plus larges, parce que les étudiants deviennent des employés permanents, puis ça va être un beau renouvellement de la fonction publique. Alors, ça va me faire plaisir de répondre aux questions de Jennifer ou des autres panélistes qui pourraient en avoir. Merci, Stéphanie. J'aimerais savoir justement, tu nous as parlé, tu as quand même un grand pourcentage de personnes dans ton équipe qui sont en situation de handicap. Quel genre de travail est-ce qu'ils font? Puis est-ce que tu as vu des enjeux selon un handicap ou l'autre ou que tu as eu peut-être plus de difficultés à apporter des mesures d'adaptation? Ou peux-tu nous parler un petit peu de ce volet-là au niveau de ton équipe? Oui, alors en termes des fonctions occupées par les gens au sein de mon équipe, c'est soit des fonctions de politique, alors beaucoup de recherche, d'analyse, d'écriture de notes de brefage pour notre sous-ministre, préparer du matériel de soutien pour des interactions entre notre sous-ministre et d'autres sous-ministres ou notre sous-ministre et des ministres ou bien le président du Conseil du Trésor. Alors, beaucoup d'analyse et de recherche. D'autres fonctions, c'est des fonctions de mobilisation. Alors, organiser des événements, par exemple des événements virtuels comme celui d'aujourd'hui. S'assurer en fait que ces événements-là soient pleinement accessibles. Alors, s'assurer d'avoir la transcription et l'interprétation en langage des signes. Alors, vraiment beaucoup d'organisation d'événements et de mobilisation de gens pour faire des consultations, pour en apprendre. C'est quoi les défis auxquels les employés en situation de handicap font face dans le quotidien et comment est-ce qu'on peut les éliminer surtout? Alors, ça donne une idée des genres de tâches occupées par les différentes personnes dans mon équipe. Et puis, en termes d'accommodement ou de mesures d'adaptation, souvent, comme vous l'avez dit, Jennifer et aussi Laurie, c'est assez simple. C'est peut-être
un logiciel sur la tablette qui permet de lire l'écran à haute voix. Screen reader en anglais. Ça pourrait être un bureau ou une chaise ergonomique. Ça pourrait être des heures de travail flexibles ou bien un peu plus de temps pour compléter une tâche, un peu plus d'encadrement. Ou d'explication si quelqu'un est vraiment très nouveau à la fonction publique puis ne comprend pas. Alors, je vous dirais que c'est assez... les mesures d'adaptation sont variées, mais dans mon expérience des plusieurs dernières années, ça a été facile en tant que gestionnaire de rencontrer ces besoins. Et on voit que quand les étudiants et les employés ont les outils dont ils ont besoin pour faire leur meilleur travail, ça augmente de beaucoup la productivité et le sentiment d'appartenance parce que tout le monde veut faire son meilleur travail au bureau, puis ils ne veulent pas se sentir limités par « oh, j'ai pas le bon logiciel, puis il ne faudrait pas que je demande pour ce logiciel-là parce que peut-être que ça peut être compliqué. » Puis alors, quand on peut sentir qu'on demande les outils nécessaires et qu'on a les outils nécessaires, on peut bien travailler. Tout à fait. Puis, je note aussi, de plus en plus, les étudiants sont accommodés à même l'université. Alors, ils sont plus à l'aise, je dirais, dans les dernières années, à demander des outils ou un soutien pour pouvoir justement bien performer au sein de nos équipes. Fait que ça devient plus facile, cette communication-là, pour bien les encadrer et leur donner ce qu'ils ont de besoin. Moi, ce que j'ai trouvé dans mon expérience, j'ai eu plus de difficultés avec les gens qui avaient des besoins changeants ou qui avaient développé un handicap en tant qu'adultes, qui n'étaient pas tout à fait familiers avec les différentes facettes. Fait que ça, c'est un petit peu difficile à faire, le suivi ponctuel, parce que les besoins d'adaptation peuvent changer en cours. Mais comme tu dis, Stéphanie, des fois, c'est juste des petits ajustements, des petites choses qui font toute la différence. Alors, merci. Je pense que, on va passer rapidement parce qu'on veut donner la chance aux panélistes, aux participants de nous poser des questions aussi. Fait qu'on va passer rapidement à Dominique. Alors, Dominique Parisien, c'est une gestionnaire de l'unité de la capacité en santé publique et gestion du savoir de l'Agence de santé publique du Canada. Une agence qui est très sollicitée en temps de pandémie. Mais tout de même, merci d'être là, Dominique. Et je t'invite maintenant à nous parler un peu du programme que toi, tu as et la façon que tu intègres tes étudiants au sein de ton équipe. Merci, Jennifer. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là, de vous parler de notre implication à l'embauche d'étudiants là, depuis près de 10 ans. On aime vraiment ça, embaucher les étudiants. On a accueilli dans les 10 dernières années plus de 20 étudiants. On fait surtout l'accueil et l'encadrement de stagiaires de deuxième année de maîtrise en santé publique qui proviennent des universités du Québec qui offrent ce type de programme-là, principalement avec l'Université de Montréal. On commence aussi avec l'Université Laval, avec McGill. L'accueil des étudiants, comme ça s'inscrit pour nous dans une initiative plus large qui vise à faire la promotion et l'utilisation de la science de santé publique qui est produite en français au Canada. Donc, l'encadrement et l'embauche des étudiants francophones bilingues, c'est une partie importante de cette initiative-là plus large à l'Agence de santé publique du Canada. Donc, pour cette raison-là, depuis plusieurs années, quand je recrute des analystes dans mon équipe, pas les étudiants, mais des analystes EC5, je cherche en atout la capacité à superviser des étudiants d'université. Donc, parce que maintenant, j'ai 4 analystes dans mon équipe, analystes-chercheurs EC5, qui ont, eux, des maîtrises ou des doctorats ou parfois des post-doctorats
vont chacun superviser un étudiant pendant l'année financière. Au moins un étudiant. Et je peux vous dire que les analystes-chercheurs de mon unité aiment et souhaitent superviser des stagiaires de maîtrise parce que les projets des stagiaires leur permettent d'établir des collaborations avec des collègues à l'intérieur de l'agence, surtout des collègues au national à Ottawa, ou avec des partenaires externes de santé publique sur les thèmes prioritaires sous la responsabilité de mes analystes. Donc, quand vient le temps de définir une proposition de stage, et pour s'assurer d'augmenter la pertinence des sujets de stage et aussi favoriser l'embauche éventuelle des étudiants, les projets de stage doivent répondre à certains critères. Un, s'inscrire dans les priorités thématiques de notre Agence de la santé publique du Canada, s'inscrire dans les dossiers thématiques sous la responsabilité de l'analyste-chercheur qui supervisera l'étudiant. Et le projet de stage doit être fait en collaboration avec un centre à l'Agence de santé publique du Canada et ou en collaboration avec un partenaire externe de l'agence, par exemple l'Institut national de santé publique, pour ne nommer que ce partenaire-là. Et comme ça, on est certain que le sujet de stage va être pertinent et permettra à l'étudiant ou augmentera les chances de l'étudiant d'être embauché par la suite à l'agence parce qu'il aura travaillé sur un sujet important. Aussi, les stages doivent répondre aux critères exigés par les universités. Souvent, doit comprendre une revue de littérature scientifique, la production d'outils de cueillette d'informations, la cueillette de données aussi, l'analyse des données, la rédaction d'un rapport et une présentation dans un groupe, à un groupe. Et souvent, la présentation se fait aux collègues à Ottawa ou à l'INSPQ. Évidemment, nos stages sont tous rémunérés, doivent aussi avoir une durée de 16 semaines. Et pour nous, la priorité, c'est offrir une expérience intéressante aux étudiants. Donc, un stage, l'accent est d'abord mis sur l'expérience de l'étudiant et non pas le livrable. C'est drôle à dire, mais dans le sens qu'on cherche à ce que nos étudiants passent du point A au point B. Les étudiants arrivent à différents points A, on s'entend, et on les fait progresser pour éventuellement arriver à un niveau EC3 ou PM4 et pouvoir facilement être intégrés au sein de l'agence. Donc, on sait qu'on va les accompagner à développer certaines habiletés, certaines capacités qui n'ont pas nécessairement acquises pendant leur cursus universitaire ou, si oui, les perfectionner, les améliorer plus loin. L'enjeu pour nous, c'est pas de trouver des idées de stage, parce que ça, on en aurait 4 stagiaires ou 4 étudiants par session. L'enjeu, c'est de trouver des budgets pour couvrir le salaire des étudiants, parce qu'on les paye bien. En général, pour les deuxièmes années de maîtrise, ça commence à 23,78 $. Et donc, je dois trouver le budget pour le faire. Donc, soit qu'on a un petit budget régional dans lequel je peux piger du budget qui provient de mes autres collègues gestionnaires qui n'auraient pas utilisé leur budget O&M, soit le centre à Ottawa va payer le salaire de l'étudiant, nous font un transfert de budget ou une combinaison des deux, un budget régional avec une partie qui vient d'un collègue à Ottawa, d'un collègue gestionnaire. Ça, c'est le win-win. C'est vraiment super. Nous, on assure la supervision et le bon déroulement du projet. Les projets qu'on a faits avec les stagiaires ont parfois débouché sur la production de rapports pour l'agence qui sont allés en ligne, des affiches scientifiques produites par les étudiants parce qu'on s'inscrit beaucoup en transfert de connaissances dans notre unité, des affiches scientifiques qui ont été présentées au JASP, aux Journées annuelles de santé publique, qui a lieu au Québec à chaque année.
Et je peux vous dire qu'un de nos étudiants a même gagné un premier prix. On était très fiers. Et aussi, parfois, à la production d'articles scientifiques en co-auteur avec l'analyse de mon équipe, l'étudiant et l'INSPQ. En ce moment, on a un projet comme ça qui se développe. Donc, aussi, nos stagiaires, on essaie de les embaucher dans le programme PFTE dont Jennifer a parlé pour qu'ils puissent poursuivre leur projet qu'ils avaient entamé dans le stage. Mais on n'arrive pas, on n'a pas assez de budget, on fait ça peut-être une fois sur 3 seulement. Le taux d'intégration des stagiaires à l'Agence de la santé publique du Canada, soit dans des postes PM4, EC3 ou EC4, qui sont pour nous les postes d'entrée quand on a une maîtrise en santé publique, est assez bon. Autour de 75% des étudiants ont pu être intégrés à l'agence. Et parce que aussi nos étudiants sont bilingues, on leur fait faire les examens de langue quand ils font le contrat PFTE et on fait la promotion de leur candidature auprès de nos collègues. Pour vous donner une idée, à l'hiver, on a 2 stagiaires coop. On a bien hâte qu'ils commencent au début janvier et potentiellement 2 étudiants PFTE dans la même période. Donc, cet hiver 2021 va être une année bien remplie du côté d'embauche étudiante. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire. C'est très bien, Dominique. Merci beaucoup. On voit que tu es très passionné de ton programme étudiant, puis on voit aussi que toute l'énergie que tu mets à donner une belle expérience pour plusieurs, c'est leur première expérience au sein du gouvernement du Canada, pour qu'ils puissent vraiment avoir une belle expérience pertinente, voire même des publications, des conférences et ainsi de suite. Et pour avoir après ça un taux d'intégration à 75%, c'est quand même assez fantastique. Puis même s'ils ne sont pas intégrés dans ton équipe, ou à la nationale ou ainsi de suite, ils peuvent quand même s'en sortir avec une expérience qui est quand même très intéressante, qui va pouvoir leur servir dans leur cheminement de carrière. Je me demande, tu nous as parlé de ton côté, puis on voit que tu es passionné. Est-ce que tu as de la rétroaction de tes étudiants? Comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à ce stage-là, à l'expérience qu'ils ont au sein de ton équipe, sachant que c'est l'image du gouvernement du Canada qu'on projette quand on embauche ces étudiants-là. Fait que veux-tu nous parler un petit peu de comment ils se sentent là-dedans? Bien, les stagiaires nous disent que les stages offerts par l'Agence de la santé publique du Canada sont très convoités dans leur école de santé publique. Bien, d'une part, parce qu'on paye, ils sont chanceux. Mais, au-delà de ça, la qualité du suivi, la qualité du lien qu'on a avec eux, même là, en étant en télétravail, on a des rencontres hebdomadaires. Elles ont des rencontres plus qu'hebdomadaires avec leurs superviseurs de stage, qui sont les analystes C5 de mon équipe. Offre vraiment un niveau de qualité là, important de démarche scientifique. Elles apprennent aussi sur les relations, je dirais, politiques, les relations professionnelles de travail. Elles se sentent vraiment bien accueillies et elles se sentent dans une équipe. Et aussi, ils sont très reconnaissants du soutien qu'on donne par la suite pour les aider dans leur cheminement professionnel, pour se trouver un emploi au sein de l'agence ou dans un autre ministère. On a pu aussi soumettre des candidatures avec d'autres ministères où les gens ont été embauchés comme C3. Donc, on est vraiment fiers de ça. Oui. Super. Une des choses qu'on remarque quand on va dans les foires de carrière, quand on parle avec différentes instances ou même des Canadiens de tous les jours, c'est que la fonction publique, on n'est pas super bon à se vanter, à vanter nos mérites, puis vanter ce qu'on fait.
tout le bon travail que chacun des fonctionnaires fait au sein de la fonction publique. Et ça se répercute aussi sur notre capacité de recruter. Nous, on peut parler, ah oui, on a plusieurs programmes et tout ça, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand les étudiants passent à travers un stage comme le tien ou dans l'équipe de Stéphanie, qui sont capables après aller voir leurs amis à l'université et parler du travail qu'ils ont fait, puis combien ça peut être intéressant puis enrichissant pour eux, puis de leur cheminement de carrière. Alors, ça, c'est grâce à des gestionnaires comme toi, Dominique. Oui? Bien, je voulais dire que ce que je fais aussi, c'est qu'à chaque année, j'allais à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique, présenter l'agence, présenter les domaines prioritaires, présenter les possibilités de stage, qu'est-ce qu'on a eu comme stage jusqu'à présent, les sujets, comment on les encadre, le programme PFTE, comment s'y inscrire. Je faisais une grosse promotion parce que ça fait partie intégrante de ma planification de ressources humaines, l'emploi des étudiants. Je fais vraiment, comment tu dis, above and beyond. Et là, avec l'Université Laval, qui ont aussi une école qui développe un programme de santé publique, avec McGill, on a fait des représentations comme ça. Superbe. Je vais, si tu permets, Dominique, je vais inviter les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont des questions. Christopher, est-ce que tu veux sonder nos invités? Puis, Oui, en effet, on a une question maintenant, mais pour les autres personnes qui nous écoutent, qui nous voient, c'est le temps maintenant de poser des questions. Je vous rappelle qu'il y a le bouton icône à votre écran. Cliquez là-dessus et tapez vos questions et on va répondre. La première question, ce que j'ai, c'est, j'imagine que c'est pour vous, Jennifer, c'est quelque chose d'assez spécifique, mais même si je désigne Jennifer, j'ouvre la parole à tout le monde ici. Mais la question, c'est par rapport au PAR, le programme d'adjointe en recherche. C'est un étudiant temps plein à l'université, mais à quel niveau? Est-ce que cela peut être des étudiants au bac ou seulement pour les gens en maîtrise et au doctorat? Typiquement, c'est au niveau de maîtrise et doctorat, mais l'important, c'est que dans leur curriculum, ils doivent avoir un objectif de recherche. Donc, il faut vraiment que ça soit en lien avec leurs études. Donc, puis ça, typiquement, on le voit plus au deuxième cycle, je dirais. Donc, par exemple, ce qu'on avait sur la fiche, l'étudiant en doctorat pour faire de la recherche au niveau des sciences et de la technologie pour l'agriculture, par exemple, ou la fusion multicapteur pour l'analyse de risques. Donc, typiquement, c'est au niveau du deuxième cycle qu'ils vont voir ou qui vont être assez avancés pour faire ce type de programme-là. Mais encore là, ils en ont besoin pour graduer au niveau de leur maîtrise. Mais ça peut être au niveau du bac, mais c'est plutôt rare. OK. Merci, Jennifer. Est-ce que les autres panélistes ont une expérience semblable ou peut-être le programme vise un certain niveau, un certain programme, mais vous avez fait preuve de flexibilité pour pouvoir embaucher un superstar ou quelqu'un qui a vraiment rencontré vos besoins, même s'il ne s'alignait parfaitement bien avec la fiche ou les consignes? Stéphanie puis Dominique. OK. Alors, dans mon cas, il y avait quelqu'un que j'ai... Quand ma sous-ministre, Yasmine Laroche, a été nommée en 2018 pour être la sous-ministre responsable de l'accessibilité au sein de la fonction publique, il fallait très rapidement monter une équipe parce qu'on avait seulement une période de 2 ans.
dans laquelle on pouvait développer la stratégie Rien sans nous pour guider les efforts de toute la fonction publique canadienne dans le domaine de l'accessibilité et de l'inclusion. Alors, il fallait agir très vite. Elle m'a engagée, elle a été nommée à peu près en juillet. Moi, j'ai été recrutée au mois de septembre, puis vraiment rapidement, il fallait que je monte une équipe pour faire ce travail-là parce que notre stratégie, on l'a co-développée dans une période d'environ 8 ou 9 mois, puis on l'a lancée à la fin mai 2019. Alors, une des personnes que j'ai recrutées, c'était une personne avec une maîtrise en Critical Disability Studies à Carleton. Et puis, c'était une personne aussi en situation de handicap. Et alors, elle avait vraiment les compétences en termes d'analyse et vraiment de mobilisation des gens que je recherchais. Et puis, j'ai pu utiliser le nouveau programme de stage pour l'embaucher de façon indéterminée. Alors, je dirais que le programme de stage dans sa première année était assez flexible et entre ma flexibilité, la flexibilité de l'employé et la flexibilité du programme de stage, on a pu trouver un très bon juste milieu qui nous a permis à la fonction publique et à notre équipe en particulier d'offrir un poste permanent à un employé qui va avoir une carrière à la fonction publique très intéressante, surtout avec l'accent renouvelé et redoublé sur diversité et inclusion. C'est vraiment vraiment intéressant de pouvoir recruter des gens avec l'expérience de travail, de l'expérience et de l'éducation dans le domaine et de l'expérience vécue qui peuvent contribuer à faire avancer le travail au sein de la fonction publique. Alors ça, c'est mon exemple. Merci beaucoup, Stéphanie. Je fais écho à ce que Jennifer a dit tantôt. La passion que vous avez pour votre emploi est remarquable. En effet, c'est pour tout le monde ici. Et ça reflète bien, je crois, à la fonction publique dans son ensemble. Donc, merci de votre énergie. Dominique, vous avez une réponse à cette question, vous aussi? On avait un projet qui abordait des enjeux sur la santé bucco-dentaire des populations autochtones, des Premières Nations. Et on a collaboré avec l'Université McGill en médecine dentaire pour recruter des gens. Et on a aussi, qui étaient au niveau du doctorat, et on a appris que McGill offrait même des bourses en plus pour rémunérer des stagiaires étudiants. Donc, si une équipe n'avait pas les fonds, eux pouvaient payer le salaire de l'étudiant pour qu'il ait l'expérience de travail aussi et faciliter son embauche à la fonction publique par la suite. Donc, les universités certaines universités ont ce type de levier-là. Donc, à ne pas négliger non plus. Je voulais juste ajouter cet élément-là parce que tantôt, j'ai abordé des fois le défi de trouver les budgets pour embaucher les étudiants. Mais les universités ont parfois ce type de bourse-là. OK, merci Dominique. En effet, j'ignorais cette possibilité et j'embauche des étudiants depuis 2 décennies maintenant. C'est un bon point d'information. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous autres. Plusieurs d'entre vous ont parlé du besoin de créer un environnement de confiance où les étudiants se sentent en sécurité et d'offrir une expérience intéressante. Qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants qui ont peur d'accepter un poste au sein de la fonction publique parce qu'ils vont faire de photocopiage ou chercher du café? Et pire, qu'est-ce que vous allez à dire aux gestionnaires qui pensent que c'est une bonne utilisation d'un étudiant plein d'énergie, de connaissances, de le faire de photocopiage? Je vois la main déjà de Stéphanie. On va commencer avec vous, Stéphanie. Et puis Jennifer, et puis Dominique. Merci, mesdames.
Excellent. Merci pour la question, Christopher. Le poste que j'occupais avant celui-ci, j'étais responsable pour la création du Conseil jeunesse du Premier ministre. Alors, vous pouvez voir que ça fait longtemps que je travaille auprès des jeunes. En fait, quand moi, j'avais dans la vingtaine, j'ai commencé une ONG jeunesse pour la mobilisation des jeunes. Alors, pour moi, c'est absolument crucial de créer des expériences, des vraies expériences de travail, de vrai travail, et des expériences enrichissantes. Je pense que la fonction publique bénéficie tellement de nouvelles idées, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités provenant des étudiants. J'ai eu tellement d'expériences avec des nouveaux recrues que j'ai plongé dès la première, deuxième journée dans des gros projets, briefer le bureau du premier ministre sur la stratégie de comment mobiliser les jeunes pour pouvoir recruter un grand nombre de jeunes de milieux très diversifiés pour la création de ce conseil. Alors, pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'écouter, quelles sont vos ambitions en tant que nouvel employé, quels sont vos intérêts, quelles sont vos compétences et comment est-ce qu'on peut trouver une façon de créer une expérience de travail au sein de notre bureau qui peut vous laisser vous épanouir à votre plein potentiel et montrer vos grands talents, vos grandes forces, vos intérêts, et vos contributions dans le quotidien. Alors pour moi, ça fait partie de ce qui est dynamique dans la création d'équipes diversifiées. C'est que quand on écoute et on crée des environnements où les gens se sentent soutenus pour vraiment pousser leur plein potentiel et vivre et travailler à leur plein potentiel, c'est ça qui est vraiment excitant. Alors ça, c'est mon expérience. Ah, merci Stéphanie. Quelle approche radicale. Demander aux employés qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fantastique, merci. À vous, Jennifer. Merci. Vous êtes en sourdine. C'est drôle Des fois, oui, comme tu dis, Christopher, révolutionnaire de poser la question à la personne concernée. Tout à fait. Écoutez, on a des gestionnaires qui ont des super de beaux stages, mais même quand on embauche des gens des étudiants pour nos centres d'appel, je pense à Service Canada, je pense à différents ministères de Revenu Canada qui ont des centres d'appel et ainsi de suite, ou Immigration et réfugiés. C'est de vraiment inculquer cette notion que nous sommes au service des Canadiens. Puis je pense que ça parle énormément aux étudiants quand on leur dit oui, OK, c'est peut-être pas le travail le plus palpitant au monde. Par contre, regarde l'impact de ce travail-là sur les Canadiens, regarde l'impact sur les individus que tu desserres à tous les jours. Puis une autre façon aussi de les intégrer, parce que c'est certain qu'ils cherchent un travail qui est intéressant, un travail qui va les allumer, qui a un sens. Mais il y a aussi d'autres façons de les impliquer dans la mission de notre ministère ou au gouvernement du Canada, plus largement. On peut, de façon ponctuelle, les inviter à un comité de gestion pour voir quelles sont les discussions qui se passent à ce niveau-là. Il y a plusieurs, on peut les impliquer dans les comités de charité, dans les comités sociaux et ainsi de suite. Toute cette expérience-là, c'est vraiment l'expérience de l'étudiant au sein de nos ministères qui font en sorte qu'ils vont vouloir progresser, avoir cette carrière-là au niveau de la fonction publique en général. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois, moi, de mon côté. OK, merci beaucoup, Jennifer. Et Dominique, vous avez quelque chose à dire aussi? Bien, je dirais que les étudiants qu'on a embauchés, qu'on a embauchés jusqu'à présent avaient entre 24 et 54 ans. Et ils avaient leur parcours de vie, leur bac, leur maîtrise. Ils arrivaient avec plein d'énergie, comme les autres ont dit, amènent une nouvelle dynamique dans l'équipe et tout ça.
jamais j'oserais leur faire des photocopies, d'aller chercher ma tasse de café. Je veux dire, je me semble que ça, c'est révolu. Ça n'existe plus, ça, mais bon. Et les étudiants veulent mettre les dents dans quelque chose de substantiel, être accompagnés. Alors, c'est toujours ça qui nous a motivés à définir les sujets de stage, les exposer le plus possible à la réalité de notre travail pour qu'ils voient, qu'ils valident leur réel intérêt de venir en santé publique. Donc, pour moi, ça va de soi, puis j'encourage tout le monde à fonctionner de cette façon-là, de les intégrer dans le vrai travail qui est fait au sein de votre équipe, peut-être à un niveau d'entrée, de début, mais de leur donner une partie de quelque chose de substantiel pour les motiver et en faire des bons professionnels pour la suite. Merci. Merci, Dominique. Je crois que vous et moi, nous alignons très bien notre approche. Pour moi, une partie majeure de l'embauche des étudiants, peu importe l'âge, c'est un peu de marketing. On vend la fonction publique. Si on ne cherche pas des gens qui sont allumés, éduqués, passionnés, on va avoir une piscine d'employés pas mal stagnée à la fonction publique. C'est une façon d'attirer les gens intéressés et qui peuvent faire une différence pour les Canadiens. Je crois que c'est très important. Merci pour votre point de vue. Juste une dernière note de moi au sujet de chercher du café. C'est quelque chose que je ne demanderai jamais à un employé étudiant n'importe quoi. Mais j'avais des étudiants que j'ai embauchés il y a plusieurs années, en effet des jeunes qui faisaient leur bac. C'est un de leurs premiers emplois. Et le sous-ministre, à la fin de le stage d'été, avait fait une invitation à tous les étudiants dans l'admin central à Ottawa pour faire une sorte de retour sur leur expérience. Et les étudiants que j'ai embauchés, avec lesquels je travaillais, ont dit « Oh, j'ai travaillé sur une politique sur la santé et sécurité au travail. Moi, j'ai fait une révision des demandes de je ne sais pas trop quoi maintenant. » D'autres personnes ont dit je me suis impliqué dans l'amélioration de procédés de service aux clientèle. Et un des étudiants dit, j'ai fait du photocopiage et j'ai dû même chercher du café pour mon gestionnaire. Le sous-ministre était là et elle a dit dans une voix très basse, qui est votre gestionnaire? Et ça a terminé la réunion. Donc, je répète ça parce qu'il semble qu'il y a au moins un gestionnaire qui demande ça, mais que ce n'est pas vu d'un bon œil. L'approche que vous avez prônée, c'est l'approche pour les gestionnaires. J'espère qu'ils participent à cette session. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Wow, quelle belle session. On avait des experts avec nous autres aujourd'hui. Isabelle nous a parlé de la communauté nationale de gestionnaires. C'est une bonne façon de faire des connexions, de réseauter. Et si vous avez besoin d'aide pour l'embauche ou n'importe quel autre défi, la communauté de gestionnaires est là pour vous. Laurie, mentionnez l'inclusion, diversité, et ça commence dès le début des carrières des étudiants, surtout pour les jeunes. Si on veut faire une différence, si on veut faire un changement de nos façons de procéder, ça commence au début. Elle a aussi mentionné l'intégration, le bridging en anglais, façon excellente. Je vous encourage d'en profiter. Jennifer, elle a dit d'oser d'embaucher des gens, de membres de groupes qui cherchent l'équité en matière d'emploi. Excellent. Parle des coops, les supports qu'offre la Commission de la fonction publique. On n'est pas seul en tant que gestionnaire. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Si vous avez une question, il y a vos gens de ressources humaines à votre ministère, mais aussi la Commission de la fonction publique. Stéphanie parlait de l'accessibilité avec beaucoup d'enthousiasme, que je crois était très approprié. Faire preuve de l'humilité et de flexibilité. On ne sait pas tout. Il faut être ouvert. Merci de ce message. Et Dominique, vous avez dit que les gestionnaires aiment gérer les étudiants. C'était mon expérience, moi aussi. Comme j'ai dit au début, l'énergie, la volonté d'apprendre, de partager, de questionner. Et en tant que gestionnaire, je crois que c'est très important d'être ouvert à vos employés, vos étudiants, pour les questions qu'ils vont avoir de vous. Donc,
On commence à terminer notre session. J'aimerais vraiment remercier Isabelle, Laurie, Jennifer, Stephanie, Dominique. Fantastique. Merci de le partage des informations. La présentation de Jennifer va être disponible. On va vous l'envoyer dans le courriel que vous allez recevoir à la fin de cette session. On cherche vos rétroactions, chers auditeurs. Très important. L'École de la fonction publique veut vraiment offrir des meilleurs événements, des meilleurs programmes d'apprentissage aux employés de la fonction publique. Donc, ça dépend de vos opinions, de vos points de vue. Donc, partagez librement qu'est-ce que vous avez pensé. Nous avons d'autres événements qui s'en viennent. Consultez régulièrement notre site web. Ça va vous garder au courant. C'est la fin de cette session. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon après-midi. Bye-bye.